Abonnez-vous sur TML TV. TML TV. TML. TML Tito Mongali Londolé. Abonnez-vous massivement à la chaîne à télévision Tito Mongali Londolé. Bon président, on a 9 commençants. C'est TML TV. TML TV, ça veut dire Tito Mongali Londolé. TML, Tito Mongali Londolé. Tito Mongali Londolé TV. Tito Mongali Londolé TV. Une nouvelle chaîne pour la puissance africaine en général. Non seulement pour les Congolais, mais africains en général. Pour les Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Quel réel plaisir pour nous ici dans notre TML TV, Tito Mongali Londolé TV, que de recevoir un monsieur qui s'est vraiment donné pour son pays, qui n'hésite pas à ouvrir ses bras et à embrasser tout ce qui est de la communauté congolaise. De qui s'agit-il? Il s'agit de celui qui est né à Rutshuru. Il est père de famille, professeur macro-microéconomique à WLSI, membre du board de la communauté congolaise de la Californie du Sud, où nous sommes maintenant, membre de la Fédération américaine des enseignants, ici aux États-Unis, membre de l'Union des enseignants de Los Angeles, ancien secrétaire particulier du secrétaire d'État à l'intérieur, population et habitat. Il est chrétien catholique. De qui s'agit-il? Il s'agit de celui que j'appelle personnellement un grand frère. Lui, c'est qui? C'est monsieur Emmanuel Sekioba, ici présent sur notre plateau, que j'ai le plaisir de serrer même la main. Bonjour mon frère. Merci d'être arrivé ici. C'est bon. Je suis très content d'être ici aussi. Voilà. Surtout dans un beau décor là, très bon, pour que nous puissions échanger, nous puissions parler comme frères congolais sur des questions relatives à la situation de notre pays qui devrait en principe intéresser tout le monde. Voilà. Effectivement, merci. Ça intéresse tout le monde, mais parmi tout ce monde, nous vous avons choisi aujourd'hui. Pourquoi? Je serai clair, parce que je pense personnellement que vous maîtrisez la situation tant à Kinshasa, mais plus encore à l'est du Congo, vu que je vous ai vu passer votre députation à Rutshuru, si je ne me trompe pas. Je me suis dit que vous devriez connaître un peu plus sur ce qui se passe là-bas avec plus de précision. Alors, parlons Congo d'aujourd'hui. 1er mars 2025, nous recevons M. Emmanuel Sekioba. M. Emmanuel Sekioba, je sais que j'ai tenté de parler un peu de vous. Si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce que vous pouvez encore dire de vous-même avant que nous ne commencions notre petite entretien? Merci beaucoup mon frère. Vous savez, parler de soi-même c'est difficile. Hein? Et surtout quand on est modeste. Oui, je crois en toute humilité, avec toute humilité, je crois que ce que vous avez dit est suffisant. Je m'appelle Sekioba Emmanuel, je suis père de famille, je suis membre de la communauté congolaise, membre actif de la communauté congolaise du sud de la Californie. Je donne cours, je suis un enseignant de carrière. J'ai grandi à Rutshuru. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Djomba, qui est juste une paroisse, une école catholique. Une paroisse qui est parmi les quelques signes que les Belges avaient laissés pour délimiter le Congo et le Rwanda. Et moi, je suis presque à la frontière du Congo et de l'Ouganda. Et de l'Ouganda. Voilà. Ok. Donc je n'ai vraiment pas tapé à côté. Non, surtout quand vous avez ajouté le dernier mot là, chrétien catholique. J'ai fait toutes mes études dans des écoles catholiques. C'est tout ce qui existait chez nous en fait. Et de là, j'ai fait l'université de Kinshasa, où je peux me vanter de ça. J'ai quand même fait
un bon parcours, sérieusement, à l'université de Kinshasa. Ceux-là qui peut-être vont me découvrir maintenant, ils vont se rappeler, certains amis, hein, parce que le pays actuellement est géré par les hommes de ma génération. Et il y en a qui, en me voyant dans notre show de M. Tito, ils vont dire, mais oh, ce monsieur existe encore. Oui, c'est moi, je suis là. Monsieur Emmanuel Sekioba, tel qu'il a dit, mais je continuerai à dire combien ce monsieur est modeste. Je veux encore vous dire que ce monsieur fut un grand footballeur, parce que jusqu'aujourd'hui, à cet âge-ci, je le vois courir et faire des merveilles avec des jeunes gens sur le terrain de football. Ouais. Parlons Congo. Nous avons monsieur Emmanuel Sekioba. En tout cas, je me suis dit que nous allions discuter. Je veux vous entendre sur 3 points. La situation actuelle au Congo, la situation politique actuelle au Congo. Qu'est-ce que M. Emmanuel Sekioba y pense? Et la deuxième, je voudrais jeter un œil sur la particularité de la justice au Congo telle que ça se déroule. Et là où vraiment tout le monde a ses yeux et les oreilles, c'est le côté est du Congo. Toutes les guerres, toutes les rébellions, les tueries, tout ce qu'il y a de mal, on dirait que l'est du Congo représente le noir, représente le sang. Le noir, pas parce qu'il y a de mauvaises personnes là-bas, le noir parce que le malheur est là-bas. Le rouge parce que le sang coule chaque jour. Parlons d'abord de la situation politique au Congo. Qu'est-ce que M. Emmanuel Sekioba y en pense? Merci beaucoup, mon frère, pour la question. C'est une question importante pour moi et pratiquement pour toutes les personnes qui sont congolais. Je ne dis pas de père et de mère, mais toute personne qui habite un pays qui est déchiré par la guerre maintenant, comme le nôtre, devrait être inquiet et se poser la question de savoir pourquoi nous en sommes là. La situation politique de notre pays, pour moi, je dirais humblement, je ne suis pas le connaisseur unique de ce qui se passe. Je dirais que la situation politique de notre pays n'est pas du tout bonne, franchement. Mais c'est une résultante de l'histoire du Congo. C'est-à-dire? C'est que depuis l'époque coloniale, on peut même aller un peu plus loin. Si vous lisez comment le Congo a été créé comme État, c'est quand même un peu différent d'autres États où ils ont été créés par fusion de terres. Non, par explosion de terres. Nous, c'était par fusion. C'est-à-dire, on prenait quelques empires, quelques royaumes, on les coupait et on les a rassemblés pour faire le plus grand pays noir du monde. J'ai dit noir pourquoi? Parce que c'est le seul pays au monde où nous avons 100 millions, même plus, d'êtres humains nègres. Et le taux de répartition démographique, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a même 1 ou 2% au Congo qui ne sont pas noirs. Je peux dire que nous sommes probablement à 99% de nègres. C'est notre pays, c'est un pays noir. N'oubliez pas que c'est le 2e pays le plus large de l'Afrique. Et puis le 11e pays le plus... l'Algérie ou le Soudan? Après l'Algérie. Avant qu'on divise le Soudan, nous étions le 3e, mais parce qu'il y a le Soudan et puis le Soudan du Sud, maintenant nous avons récupéré la 2e place. Quand les Belges ont colonisé le Congo, je vais pas aller plus loin, ils nous ont laissé une terre convoitée. Et parce que cette terre était connue ou préparée pour être une réserve minière de puissances occidentales. Des grandes puissances occidentales. Les mêmes personnes qui sont venues en Afrique piller nos familles et en faire des esclaves pendant 400 ans. Ils ont fait 100 ans en Afrique avec la colonisation. Ils ont créé pour eux une réserve minière ou une réserve de tout produit que vous pouvez vous imaginer sur le marché international, le café, les VA, et ainsi de suite, pour que plus tard, quand ils en ont besoin, ils viendront prendre comme ils veulent. Alors pour eux, l'intérêt, c'était de laisser un territoire le plus vaste, pratiquement l'Afrique noire,
qui n'était pas suffisamment organisé, mais qui aujourd'hui connaît des problèmes à cause d'un passé non solide de l'organisation sociale, politique et économique. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les conséquences de l'histoire, et nous allons être humbles pour dire qu'on ne peut pas entrer dans les détails pendant une seule émission, ou maintenant que nous allons essayer de ramasser tout. Voilà. Maintenant que nous parlons un peu de la situation politique au Congo, vous pensez que par rapport à tout ce qui s'est passé, dans le passé tel que vous venez de le dire, cela continue à influencer les dirigeants du Congo à garder ces pays dans le sous-développement? Le sous-développement est un mot très très difficile. Hein? Est-ce que les dirigeants du Congo sont ceux-là qui veulent que le pays reste sous-développé? Non. Parce que le monde... Ce sont eux les décideurs. Ce sont eux les décideurs, mais vous décidez avec les moyens que vous avez. Vous ne décidez pas sur base de rêves. C'est pourquoi on a toujours dit que notre pays, c'est un pays potentiellement riche. Potentiellement. Ce n'est pas réellement riche. Ceux-là qui savent bien combien le Congo regorge dans son sol et sous-sol, ils savent bien que tout Congolais devait être millionnaire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas riches? Le problème, c'est que les effets de la colonisation continuent à nous suivre jusqu'à présent. Et je veux m'excuser de ne pas toujours accuser la communauté internationale, parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. Nous y avons aussi la part de choses. Mais il faut dire que quand on a essayé d'organiser l'Afrique d'une façon actuelle, où nous avons des États, parce que l'Afrique à l'époque s'était organisée en termes de royaume d'empire, il y a quand même des prémices qu'ils ont manqué, je pense intentionnellement. On aurait pu avoir de bonnes écoles. Intentionnellement. Oui. De bonnes écoles, de bonnes églises, de bonnes routes. On nous aurait mis une infrastructure qui nous permettrait de décoller, mais intentionnellement, ils ont dit non. Mais, M. Sekioba, l'Église catholique est venue au Congo. L'Église catholique a construit non seulement des églises, mais aussi des écoles. Nous avions eu de bonnes routes. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Des compagnies ont été construites. Qu'est-ce que nous en avons fait? Voilà pourquoi je reviens toujours à dire, pensez-vous que c'est que les grandes puissances mondiales ont fait dans le passé continuer à influencer la situation actuelle du Congo, démotiver les dirigeants à garder le pays dans de bonnes conditions? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de suivi de tout cela. Je ne vous coupe pas la parole, hein, mais j'ai bien dit que nous avons une part de choses. Okay. Mais vous venez de dire qu'ils ont construit des routes. Je ne vois pas les routes qu'on a construites au Congo. Eux-mêmes devaient vivre, éduquer quelques enfants et puis créer une classe productive. C'est pourquoi nous avons quelques écoles ici et là. Mais vous savez, construire une route, c'est bon. Mais la maintenir, c'est une autre chose. C'est une situation que j'ai décrit comme un court-circuit. Vous construisez des routes, vous y mettez du béton, du métal, déjà transformé, mais vous n'avez pas une sidérurgie qui fabrique ces métaux-là. C'est pour dire que... Surtout pour le remplacement. Oui, pour le remplacement, la maintenance, le goudron et comme ça. C'est pour dire que ceux-là qui ont construit ces routes-là savaient bien que nous aurons besoin un jour du métal, du goudron pour maintenir ces routes-là. Mais pourquoi n'ont-ils pas créé des fonderies, des usines que je peux appeler des transformations juste de base? Ils ont préféré que plus tard, quand nous aurons besoin de pouvoir remettre nos routes ou quelques infrastructures qu'ils nous ont laissées, nous irons toujours chez eux pour demander. Et là, c'est un court-circuit. Alors, dire qu'il y a des routes, d'abord, je vais un peu clarifier ici. Les routes n'ont existé peut-être qu'à Kinshasa. Ah. Quand vous allez dans les fins fonds du pays,
il n'y a aucune route qui a été construite pendant la colonisation. Moi, je suis du Kivu, du Nord Kivu, précisément dans le Rutshuru. Je crois honnêtement, ça ne fait pas la honte de dire que jusqu'aujourd'hui, un enfant qui est né dans cette région-là ne connaît pas ce qu'une route asphaltée. C'est qu'une fontaine qui donne de l'eau propre. C'est qu'une école qui a de l'électricité. Pendant que les colons sont restés chez nous pendant combien d'années? 100 ans. La Belgique a récupéré le Congo, je crois qu'ils en ont fait leur espace pendant 80 ans. Voilà un peu. Voilà, moi je vous emmène beaucoup plus dans un terrain où l'homme doit être responsable de sa maison, de ses habits, de son entretien. Je viens, je vous apprends. Je ne vous apprends pas. Je viens, je vous nourris. Aujourd'hui, je prépare pour vous, je prépare demain. Demain, 3, 4, 5 jours, je pars, je vous laisse. C'est vrai que je ne vous ai pas enseigné à 100% comment préparer. Mais après moi, vous devez vous débrouiller, faire quelque chose. J'arrive avec ma question. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Premier exemple, M. Emmanuel Sekioba. S'il faut que j'ajoute quelque chose pour vous définir, ça sera professeur macro et microéconomique. Vous savez combien de Congolais sont sortis du pays et ont étudié à l'étranger, ont appris la même chose que ces colonisateurs, qui l'ont même appris mieux qu'eux, qui sont revenus au Congo, mais qui n'utilisent même pas ce qu'ils ont appris. Ils ont vécu ici. Vous avez vécu ici pendant combien d'années, M. Sekioba? Je viens de faire pratiquement 30 ans. 30 ans. Ouais. Imaginez M. Sekioba rentrer au Congo, ministre à l'économie. Mais on ne voit même pas l'économie du Congo bouger. C'est pourquoi je dis... D'abord, je dois vous remercier pour la question. Parce qu'il est bon de dire que les gens sont éduqués. Et les amis, les frères sont des professeurs. C'est comme ça qu'on les appelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire des hommes avec de gros diplômes, là, qui devraient en principe donner la chance au Congo de décoller. Oui. Mais honnêtement, je ne veux pas m'excuser. Je veux dire seulement qu'il y a des préalables qui ne sont pas encore disponibles chez nous. Et comme tu viens de le dire, c'est à nous, les éduqués du Congo, de créer ces conditions-là. Très bien dit. Absolument, c'est à nous, le challenge est le nôtre, comme on le dit, parce que n'oubliez pas que l'homme le plus éduqué que le Belge avait au Congo, c'était un huissier. Aujourd'hui, nous avons des docteurs pratiquement dans chaque maison ou à chaque kilomètre carré du Congo, il y a au moins un universitaire. Avec 2 300 000 kilomètres carrés, nous pouvons estimer que nous avons au moins 2 millions de professeurs congolais qui sont disséminés à travers la planète. Mais, le développement d'un pays n'est pas une affaire seulement de tête. C'est une affaire aussi de ressources, de conscience. Parce que les diplômes ne font pas d'un... Je ne veux pas utiliser un mot très méchant. Les diplômes ne font pas de quelqu'un qui est immoral, moral. Les diplômes ne changent pas très souvent une personne d'un niveau de réflexion, je crois, trop bas, à devenir un génie. Les diplômes, c'est un papier qu'on reçoit et tous les professeurs qui vont m'écouter, il faut dire la vérité. C'est très souvent un papier qu'on reçoit parce qu'on a été docile, on a travaillé bien, on a lu, on a mémorisé, mais la créativité en soi n'y est pas. Vouliez-vous dire que la majorité de ceux qui sont là n'ont pas la créativité, quoique... Mais la preuve est que le pays est en moule. Oui. Voilà. C'est là que moi je voulais que vous veniez. Le pays est en moule. Responsabiliser nous-mêmes. Nous devons être responsables de la situation actuelle. Cependant, au-delà de la bonne volonté que certains ont, je n'accuse pas tous les professeurs, au-delà d'eux, il faut dire aussi que chez nous, il y a quand même un peu d'immoralité qui dépasse les limites. C'est vrai, nous avons des hommes et des femmes qui travaillent durement,
Mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont des pillards, qui détruisent carrément. Et c'est là que la responsabilité de l'État vient. La responsabilité de l'État, la responsabilité de chaque individu. Quand un ministre détourne au Congo, et c'était ministre, je crois que tous les ministres sont des gens qui ont été à l'université, qui ont appris un peu de la morale quand ils étaient encore à l'école. Il prend l'argent de l'État, il a en fait son argent, et mais dans cet argent devait servir à avoir un vaccin de poliomyélite, à construire une école, et il en fait son argent. C'est immoral. C'est immoral, comme vient de le dire M. Emmanuel Sekioba. Un diplôme ne fait pas de toi un homme avec une bonne moralité. Les diplômes ne te donnent pas ça. Les diplômes te donnent de l'intelligence, mais une bonne moralité, pas vraiment. Et là, nous passons déjà à cette étape où il faut être sévère vis-à-vis de ceux qui abusent un peu de leur pouvoir, qui sont là pour prendre soin du pays, de la population, mais qui transforment les caisses de l'État en leur propre poche. Nous allons revenir après cette pause publicitaire. Monsieur Emmanuel Sekioba est avec nous et il y a à boire et à manger ici. Merci. Nous vous revenons après cette page publicitaire. Abonnez-vous sur TML TV. TML TV. TML. TML Tito Mungali Londolé. Abonnez-vous massivement à la chaîne à télévision Tito Mungali Londolé. Bon président, on a 9 commençants. C'est TML TV. TML TV, ça veut dire Tito Mungali Londolé. TML Tito Mungali Londolé. Tito Mungali Londolé TV. Tito Mungali Londolé TV. Une nouvelle chaîne pour la biso africain en général. Non seulement pour Congolais, mais africain en général. Pour Voilà, nous sommes de retour avec M. Emmanuel Sekioba. Et avant la page publicitaire, nous parlions de cette histoire d'immoralité que la plupart de nos dirigeants, de responsables au niveau du pays. Bon, voilà pourquoi maintenant, nous allons continuer avec M. Emmanuel Sekioba. M. Sekioba, vous avez remarqué, vous avez constaté que malgré tout ce qu'on a fait pour nous dans ce pays, la colonisation est venue, nous avons appris quelque chose. Aujourd'hui, chacun doit être responsable du secteur qu'il gère, et beaucoup plus pour l'intérêt de la nation. Et avec tout ce que nous remarquons, quelle que soit l'intelligence, les diplômes que les leaders d'opinion, les dirigeants, les politiciens, les gouvernements, les chefs d'entreprise ont, le Congo continue toujours à descendre. D'après vous, avant même de passer à cette étape de la punition, d'être sévère et consort, qu'est-ce que vous pensez qui peut venir et aider le Congo à avancer, que de continuer à pleurer l'Occident? Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous devrions aussi prendre soin de dire qu'aucune nation, aucun pays ne vit en autarcie. C'est-à-dire croire que nous allons développer nous-mêmes entre nous Congolais. Nous aurions besoin aussi de chercher à ce que ceux-là qui sont à côté de nous puissent nous servir de ressources. Ce que je ne sais pas faire, je peux venir chez vous emprunter et nous échangeons. Moi, je ne veux pas aller dans les termes économiques pour confondre les gens. Et je voudrais dire que nous serions capables de faire avancer le pays si nous avions pris soin de certains facteurs qui sont parmi les facteurs les plus décisifs du progrès économique. Par exemple, la gestion de la démographie. Oui, les Belges nous ont laissé avec des infrastructures qui ne répondent plus à ce qu'on appelle le développement démographique, à l'avancée de la population, la croissance démographique, effectivement. De telle manière qu'un être humain qui naît, il naît avec des besoins. Les besoins sont accrus, les infrastructures n'ont pas suivi, et voilà comment aujourd'hui nous nous retrouvons dans un pays de 100 millions d'habitants avec
des infrastructures vétustes laissées par le colon pour une population qui était moins de 20 millions. Aujourd'hui, nous en sommes plus de 100 millions. Nous sommes à plus de 100 millions. Et c'est maintenant que le gouvernement essaie de se battre pour réparer ici, réparer là-bas, avec toutes les difficultés que le gouvernement a rencontrées, surtout dans notre partie Est, et surtout dans la géopolitique de l'Afrique centrale, où les amis, les voisins qui devaient en principe être les moteurs de la création d'un marché pour le Congo et les pays voisins, ils sont devenus le moteur du freinage et même de la destruction au service des impérialistes de ce qui est congolais. Donc la manipulation continue. La manipulation continue. Le colon n'est jamais parti. Il n'a fait que se déplacer, mais remplacer la colonisation du blanc au noir par le noir par le noir. Nous utiliser nous-mêmes. Alors, il faut ajouter donc que même si nous ne devons pas accuser toujours la communauté internationale, il y a quand même aussi notre propre devoir d'éviter de continuer à verser dans la bassesse que nous voyons, parce qu'il y a d'autres facteurs qui ne fonctionnent pas correctement dans notre pays. Ok, Monsieur Emmanuel Sekiyuba, parlons un peu de la justice, parce que dans tout ça, quand il y a impunité, les erreurs continueront à persister. Quelle est la place que vous donnez à la justice? La justice élève une nation, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui. Mais est-ce que cette justice-là est vraiment présente et est-ce qu'elle fait vraiment son travail? Non, moi je veux le dire sincèrement que la justice ne marche pas chez nous. Elle ne marche pas, surtout pour nos peuples, nos enfants pauvres, qui n'ont pas de quoi payer les avocats, les membres du système judiciaire au Congo. Ils sont malheureux. Vous apprenez combien on ravit des gens, des parcelles, des maisons. Et évidemment, ceux-là qui les font ne sont pas des paysans, ce sont des personnes qui sont éduquées. C'est pour te dire que ceux-là qui sont éduqués chez nous, des fois, ils sont les premiers à présenter des signes d'immoralité incroyables. Ajouter à cela le fait que notre justice semble ne pas punir, ne pas être un modèle d'un bon parent. Je sais qu'à la place du département de la justice, du ministère de la justice, il y a toute une nation, il y a la présidence comme ça. Il fallait que la justice arrive à nous amener dans une situation où quelqu'un qui commet une infraction soit puni en conséquence. Mais cela n'arrive toujours pas. L'actuel ministre de la Justice, je sais qu'il tente de créer un peu d'ordre dans ce pays-là, notre pays, Constant Mutamba. Mais je suis sûr qu'il est dépassé par le degré ou la profondeur du trou dans lequel le Congo se trouvait en termes de comportement, d'attitude et de mentalité. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes ici, vous vous battez pour construire une petite cabane au pays. C'est déjà une contribution en termes de transfert de fonds. Votre cabane est finie et quelqu'un se réveille le matin parce qu'il est ami à un avocat ou il va fabriquer de faux papiers. Et vous voyez dans une situation, vous discutez mais pour je quelque chose que vous avez je... réellement acheté et suivi toutes les formalités possibles. Je peux vous donner des milliers d'exemples, inclus moi-même. Parce que j'ai connu une situation, même à présent, où après toutes ces années, tu vois comment on travaille si durement. Je me construis quelque chose au pays, et 30 ans après, quelqu'un apparaît pour dire, écoutez, bon, parlons vraiment en lingala pour que les gens écoutent. Oh, ndakonanga. Ndakona yutuabi. 30 ans, le monsieur construisait bloc par bloc, petit à petit, vous voyez. Quelqu'un apparaît, mais vous retracez sa vie, vous trouvez qu'il a une connexion avec quelqu'un de la justice. Donc, il vous pousse jusqu'à ce que vous allez en justice, et la justice qui est déjà préparée pour lui, voilà, afin qu'il gagne le procès. Il faut qu'il vous ravisse votre maison. Si cela se passe avec des individus comme vous, à combien plus forte raison avec les hommes politiques, les dirigeants du pays? Et mon frère... Parce que si
La tête est pourrie, voilà pourquoi même avec je ne dirais pas les petits peuples, nous autres qui ne sommes pas dans le leadership, dans la direction du pays, à combien plus forte raison nous? C'est ça maintenant ma question. Si vous pensez que si la justice pouvait vraiment s'élever avec un bon fouet d'un bon père de famille à frapper sur tout celui qui ne fait pas bien son travail, vous pensez que ce pays-là reviendrait sur le bon chemin? Absolument. Absolument. Et là, je m'insurge contre tous les gouvernements passés et qui sont des gouvernements, au fait, qui auraient pu être modèles. Et si tu vois le petit peuple se comporter de cette façon-là, c'est parce que le modèle d'en haut a failli. Et les conséquences de la faillite du modèle d'en haut, c'est-à-dire du leadership, fait que le petit peuple n'a pas où aller pour trouver gain de cause des problèmes qu'il rencontre. Aujourd'hui, l'impunité au Congo continue. L'impunité au Congo va jusqu'à détruire des vies des gens. Parce que si demain, je viens prendre ta case et tout ce que tu avais, et que tu te trouves dans des conditions où tu ne peux rien faire face à quelqu'un qui se dit l'homme de pouvoir, où il a l'argent, il se corrompt, vous sentez en vous combien on vous prend tout un esprit de 30 ans de travail. Donc, le petit peuple, maintenant, où est-il dans tout ça? Le petit peuple est perdu. Le petit peuple est d'abord le plus grand victime parce que c'est chez lui que les vautours vont puiser. Et l'État n'agit pas. Ou même quand il agit avec une lenteur incroyable et avec du favoritisme sans équivoque. Et c'est pourquoi notre justice, plutôt qu'être une justice qui élève notre pays qui est en difficulté, c'est une justice qui enfonce encore notre pays. Il faut fouetter, il faut punir ceux-là qui font du mal, mais le pouvoir ne le fait pas. Ou s'il le fait, il punit des fois injustement. On vous met en prison pour des causes que vous ne connaissez pas, pour des problèmes que vous n'avez pas faits. Il fallait qu'on arrive à punir de façon exemplaire toute personne qui fait du mal, en commençant. Notre justice est malade de l'appareil judiciaire. C'est là que tous les corrompus magistrats, je le dis ici, tous les corrompus magistrats, avocats, membres de ce corps-là, ils sont devenus riches. Ce sont des agents de l'État. Trop riches. Un magistrat est un fonctionnaire de l'État. Mais vous allez trouver des magistrats qui sont plus riches même que le plus grand commerçant parce qu'ils ne sont que des coopérants. Et encore une fois, je veux profiter de cet espace que vous me donnez, mon frère, pour demander au pouvoir en place. En regardant cette caméra, bien sûr. Je voudrais dire ceci. Même le plus grand docteur du monde, même la technologie médicale qui est la plus avancée du monde, ne peut pas faire une chirurgie sans verser une goutte de sang. Si nous allons continuer avec des impunités, nous allons continuer avec des immoraux, des militaires qui fouillent le combat. Nous allons continuer avec des inciviques de Kourouna qui viennent vous couper avec la machette et qui ont la chance d'aller passer un temps en prison pendant que la personne qui a subi le coup meurt ou reste amputée toute sa vie. Cette justice-là ne favorise pas l'éclosion économique de notre pays. Il faut que l'on puisse revoir cette question-là. En fait, c'est le point le plus important pour que nous puissions décoller. Tant qu'il n'y a pas de justice au Congo, tant que l'appareil judiciaire est plein des hommes et des femmes qui ne sont là que pour monter des coups et des cabales, nous n'allons pas décoller. Le pays n'ira nulle part.
il faut que l'appareil judiciaire soit le modèle que nous allons suivre tous, à commencer par le haut. Si on peut arrêter les députés, les prêtres qui incitent aux gens à la haine, si on pouvait trouver ces avocats qui sont des monteurs de coups, ces magistrats qui... C'est amusant, hein? C'est pas amusant, mais c'est douloureux de trouver que chez nous, il y a encore ce système où vous passez devant la maison, vous l'aimez, vous dites, écoutez, je vais monter un coup contre celui-ci, vous allez trouver un magistrat qui va vous aider à monter le dossier, vous allez au cadastre pour avoir des faux papiers, et demain, Tito Londolé, il arrive chez lui, il y a un papier qui lui demande de déguerpir. Comment ça? Tu poses la question, mais déguerpir de quoi, pourquoi? Et quand vous retracez la filière, vous trouvez que c'est une combinaison de toute cette équipe de mafieux-là. Le président de la République, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons, je ne parle pas seulement à mon nom, je parle au nom de tous les Congolais qui sont touchés par la justice comme moi. Essayez de faire quelque chose, surtout de punir exemplairement. Tous ces fossoyeurs des fonds de l'État qui aujourd'hui font une prison de 5 ans, ils sortent, il avait emmagasiné 5 millions, il va maintenant rentrer s'amuser avec son argent. Quand il y a cet enfant-là qui n'a pas pu avoir son vaccin de poliomyélite, quand il y a cet enfant-là qui est incapable d'aller à l'école parce que papa et maman ont là ravi sa maison, quand il y a ces mamans qui ne peuvent pas avoir de fonds pour accoucher, c'est quand même malheureux. Merci beaucoup. Voilà, comme l'a dit M. Emmanuel Sekioba, c'est comme s'il suppliait. Parce que d'abord, c'est... Mis à part le fait que c'est un Congolais, mis à part que ce soit un professeur, c'est aussi un parent qui se voit un peu, aujourd'hui au Congo, se faire ravir de ses biens, ouais, du moment où il est du bon côté, mais la justice qui devait faire justice pour lui, c'est retourne contre lui, avec des fausses preuves. Et ça fait très mal. C'est sur ce point-là de la justice que nous allons prendre encore une pause publicitaire et revenir avec M. Sekioba et parler de l'Est. Mais avant tout, je voudrais poser une question un peu vite fait là. M. Emmanuel Sekioba, aujourd'hui, tel que je suis assis avec vous, vous avez l'opportunité d'avoir Constant Mutamba, tel que vous m'avez maintenant, et que vous avez 2 minutes. Qu'est-ce que vous lui direz? Relever la morale de l'appareil judiciaire. Il est là sur cette caméra-là. Absolument, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, élever la justice du Congo et parler à ces gens qui sont autour de vous, comme ceux-là qui font partie de l'appareil judiciaire, de se comporter en être humain. C'est là que nous avons parlé de l'immoralité de la majorité de ceux-là qu'on appelle intellectuels, qui ne sont pas malheureusement dans notre pays. Il est inconcevable que les injustices que le pauvre peuple qui vit du jour au jour continue à subir dans un pays que nous voulons devoir décoller. Sans vous, sans le corps judiciaire, le pays n'ira nulle part. Mais un bon corps, avec des esprits bons, avec des hommes et des femmes qui sont moralement bons et qui doivent savoir que nous avons tous envie de voir la justice faire son travail dignement. Punir, c'est corriger. Corriger, c'est aider le peuple à résoudre des problèmes qui pourront le permettre de décoller. Sans la justice, je m'excuse, notre pays ne marchera pas. Donc, Excellence, M. Constant Mutamba, vous êtes un des piliers le plus important pour que nous ayons un pays avec espoir de le voir décoller d'ici là. Merci.
Voilà, c'était là M. Emmanuel, professeur Emmanuel Sekioba, ici même à Los Angeles, sur le plateau de TML TV. Et aujourd'hui, ce n'est pas des Cure Show, c'est Parlons Congo. Parlons de la République démocratique du Congo. Et c'est sur ce point que nous allons bouger encore de côté de la réalisation et voir Trésor Wampangui pour cette page publicitaire. Merci, nous vous revenons pour parler de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci. Abonnez-vous sur TML TV. TML TV. TML TV. TML. TML Tito Mungali Londolé. Abonnez-vous massivement à la chaîne à télévision Tito Mungali Londolé. Bon président, on a 9 commençants. C'est TML TV. TML TV, ça veut dire Tito Mungali Londolé. TML Tito Mungali Londolé. Tito Mungali Londolé TV. Tito Mungali Londolé TV. Une nouvelle chaîne pour la biso africain en général. Non seulement pas congolais, mais africain en général. Pour Eh bien voilà, nous voilà encore de retour avec Monsieur Sekioba. Et nous allons maintenant parler du côté l'Est du Congo. Là où il fait noir, là où il est rouge. Pourquoi noir? Parce que il y a la tristesse, il y a le pleur, il y a les grincements des dents. Et c'est chaque jour des tueries, femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux. Ils sont en train de périr. Dans quelles conditions? Triste. Un coup de balle dans la tête, c'est encore mieux que d'avoir une machette de découper du pied de ton corps, perdre les parties de ton corps avec tes yeux ouverts, voir tout ça. Non seulement de toi-même, de tes enfants. Il y a de ceux qui ont vécu ça. Et je parie que cet homme à côté de moi, vu qu'il vient de là, aurait aussi vécu cela. Avec Emmanuel Sekioba, nous allons un peu parler de l'Est du Congo. Monsieur Emmanuel Sekioba, en parlant de l'Est du Congo, je sais que vous n'êtes pas... Je sais que vous êtes professeur, vous faites des graphiques et consorts. Si seulement vous pouvez nous faire la carte du Congo et nous représenter un peu la partie l'Est du Congo, là où il y a le feu, là où il y a le sang. Et nous allons essayer un peu de développer avec vous, ensemble, si possible. C'est bon, je vais tenter de faire un dessin ou un croquis de notre beau pays, mais je ne voudrais pas dire que je saurais exactement où se trouve le fuseau horaire pour diviser l'Est de l'Ouest. Ah, ok, mais on va comprendra. parler exactement du point chaud, ou des endroits où nous avons des difficultés. Je crois que je vais faire un effort pour... mon marqueur ne fonctionne pas. Je vois... C'est juste un frotteur au cas où j'en ai besoin. Vous êtes professeur, les tableaux, c'est votre vie de chaque jour. Yes. Je vais essayer d'être un peu grossier là. Notre beau pays est divisé en deux par un fuseau horaire. Vous pouvez reculer un peu comme ça, là. Voilà, comme ça. Là. J'ai tenté de faire un croquis pour notre beau pays. Et le pays doit être un peu divisé de l'intérieur et je ne connais pas où se trouve exactement ce méridien, et pendant que l'équateur est là. Mais ce qui nous intéresse maintenant, je crois, c'est la situation de guerre. Voilà, à l'est du Congo. Nous n'allons pas parler de l'histoire de la guerre ici, mais je vais vous géolocaliser là que se trouve le point chaud. Quand vous tracez une ligne comme ça, je crois que je l'ai mis un peu au-dessus, vous avez deux petits appendices là. Là, c'est le Rwanda et le Burundi, pendant que Kinshasa se trouve de ce côté-là. Vous savez que la superficie de Kinshasa est presque égale ou plus grande que le Rwanda. Alors, du Rwanda que vous voyez ici, il y a tout un territoire qui est au Congo, qu'on a appelé le Nord Kivu. Et ce Nord Kivu a, je crois, comme un territoire. Il y a les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi. Rutshuru, c'est là que vous êtes né. Ouais. Et moi, je suis juste à la frontière
parce que cette partie s'est occupée par l'Ouganda. Je suis presque dans le Rutshuru, qui est une zone spéciale. Je dis une zone spéciale pourquoi? Parce que je crois que c'est parmi les rares territoires qui a 2 pays voisins comme pays limitrophes du Congo. Et ce qui est grave, c'est que c'est juste les 2 pays qui nous embêtent. Ce qui fait que la vie dans Rutshuru, c'est une vie horrible. Au point de vue que je comprends, certains amis qui sont à l'ouest ont difficile à comprendre ce qui se passe là-bas. Et surtout que l'histoire de notre pays n'a jamais été enseignée correctement. Parce que, Alors, cette guerre venue du Rwanda a dû traverser jusqu'à Kinshasa, jusqu'à nous installer un faux président, le régime passé. Je ne veux pas parler de lui parce qu'il ne mérite pas mon temps. Mais alors, l'histoire nous renseigne que si nous n'apprenons pas les causes profondes des situations, des faits que vous remarquez ou que nous remarquons, eh bien la solution ne viendra pas facilement. Pourquoi un petit pays comme ça peut nous gêner au-delà de la communauté internationale? C'est que la communauté internationale a remarqué qu'il faut revenir en Afrique pour coloniser l'Afrique. Ils avaient prévu ça. Et parmi les points d'intérêt, c'est le Grand Congo. Le pays où Albert Einstein avait dit au président américain, après l'utilisation de l'uranium congolais, il avait dit que ce grand pays ici-là, ils ne font pas accepter qu'il y ait une autre puissance qui a s'installer là-bas. Parce que notre pays devient un bassin de réserve de minerais ou de minéraux pour la communauté internationale. Mais quand bien même nous avons des difficultés actuellement pour nous imposer sur l'échiquier mondial, nous avons quand même réussi à avoir un pays qu'on peut appeler indépendant. C'est-à-dire que les Européens ont une petite honte de venir embêter les pays qui sont considérés comme des pays indépendants. Alors ils utilisent les Africains eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils ont trouvé des peuples à utiliser pour pénétrer le Congo. Et là, je parle de l'Ouganda et du Rwanda. Les 2 pays que les puissances mondiales utilisent pour déstabiliser le Congo. Déstabiliser le Congo et puiser les ressources minières du Congo gratuitement. C'est ça le mal. Et cette gratuité ne va pas seule. C'est que ça vient avec les viols, les vols, la démolition des petites infrastructures qui sont là-bas. Pratiquement la colonisation du noir par le noir. On n'a pas droit d'ouvrir la bouche parce que notre grand Congo, le pouvoir central du Congo est concentré à l'ouest. C'est là que vous trouvez d'ailleurs la majorité des personnes qui ont du poids, si je peux l'appeler du poids politique. Et de ce côté-là, les amis de l'Est, c'est comme si c'était des enfants mal aimés. Nous sommes des Congolais, nous vivons sur un territoire qui est le territoire du Congo, mais très souvent nous avons difficile à avoir une compréhension égale de la situation de chez nous que quelqu'un qui est de l'Ouest. Et je comprends. Tout le monde a ses problèmes, les gens doivent se battre pour survivre. Du jour au jour, n'a pas le temps de penser à la guerre nous imposée par la communauté internationale à travers le proxy qui est le Rwanda et l'Ouganda. Et ça fait que ces gens ont trouvé un terrain mou où ils peuvent s'installer, faire n'importe quoi et aller même jusqu'à demander à ce qu'on révise les frontières héritées de la colonisation. Oh. Alors, il faut bien comprendre que si vous entrez dans le dossier, vous serez désagréablement surpris de ce que l'homme peut faire à l'homme. Je vous recommande de lire Charles Onana, Holocauste, je crois, du Congo. Je vous recommande, d'ailleurs, je vais vous envoyer ce documentaire de Ted Kapo. Okay. Et puis, je vous recommande un professeur ougandais, Rémi Giskintu, pour comprendre, en fait, la mentalité de ceux-là qui gèrent le Rwanda et l'Ouganda. Je ne veux pas parler que tous les Tutsis, parce que le régime rwandais, c'est un régime Tutsi. Le régime ougandais, c'est un régime nilotique. Je ne veux pas dire que Museveni est Tutsi, mais il est de la même famille, lui, Ruto et consorts. Ils ont une certaine mentalité que je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont
un IQ très bas, c'est le quotient intellectuel. Moi, je dis ça. Après avoir vu ce qu'a été l'esclavage, où l'homme noir était vendu comme du bétail, et ceux-là qui n'étaient pas vendus, on les tuait, n'est-ce pas? Après avoir vu la colonisation, où les gens font de l'Afrique un settlement dans un coin, c'est-à-dire vous allez vous installer, vous en faites votre pays, c'est comme en Afrique du Sud, ou d'autres, ils viennent seulement, ils pillent les ressources et s'en vont. Notre Congo est dans la deuxième catégorie. Les Belges sont venus au Congo. Une fois que nous avons levé la tête, ils ont dit qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas partis. Ils ont donné une indépendance sur papier, mais pas une indépendance réelle. Et je crois qu'ils s'y préparaient parce qu'ils n'ont pas créé une classe moyenne au Congo. Il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu de route, il n'y a pas eu d'infrastructure de développement. Donc, jusqu'à ce que, de coins comme chez nous, dans le Rutshuru aujourd'hui, nous sommes victimes de tout ce passé où nous restons comme des enfants mal aimés du Congo. Mal aimés. Des morts et des morts qui viennent pourquoi le nègre tuer le nègre. Si vous avez des questions, oui. On peut y aller. Parce que nous sommes beaucoup, particulièrement moi-même, nous sommes très ignorants un peu de la situation actuelle avec la rébellion qui avance, avec Nanga, avec tous ces gens-là qui roulent avec eux. Ici, nous sommes, vous avez présenté le Kivu. Le Nord Kivu. Le Nord Kivu. Bon, la progression de ce rebelle, ça se présente comment? Parce qu'on entend beaucoup, ceci a été pris, ils sont par-ci, ils sont par-là, et des fois, on nous parle de choses, des gens qui sont à Crenshaw, qui vont sortir pour arriver à Corona, et c'est un peu compliqué. Je peux dire que je remercie beaucoup de chroniqueurs congolais, de frères, qui essaient de parler de l'Est. Même si des fois ils font des erreurs, je les comprends. C'est quand même, il faut les encourager à continuer à parler de la région. Mais aussi d'en parler correctement. Et c'est à nous, toi et moi, qui connaissons quelque chose, de leur donner la correcte information. Les rebelles sont qui et pourquoi ils sont là? Comment ils progressent? Il y a des facteurs internes au Congo qui sont la source. On peut s'asseoir? Qui sont la source première des difficultés que notre pays connaît. Écoutez, tant que nous n'avons pas su créer une nation au cœur de l'Afrique centrale, qui est le Congo, je le répète encore ici, le Congo n'est pas une nation comme telle, mais c'est un État qui est juste une masse de terre avec un gouvernement, une police, une organisation sociale, et ainsi de suite. Mais l'harmonie entre le peuple, c'est ce qui fait d'un État une nation. Nous vivons avec vous ici en Amérique. Hier, j'étais à Gulfport, Mississippi. Et je quitte là, j'arrive chez moi, je trouve que mon voisin est du Mississippi. Il se sent à l'aise à Los Angeles. Mais chez nous, vous apprenez l'histoire de Kasai contre Katanga, vous apprenez des questions du Grand Nord contre le Petit Nord au Kivu. Les difficultés que nous avons sont des difficultés plus internes. Alors, cette rébellion qui est venue du Rwanda, d'abord qui est les reliquats ou la suite de tout ce qu'il y a eu comme les génocides rwandais, qui est venu créer le génocide congolais, parce que nous avons un génocide terrible chez nous. Ce génocide a réussi à pénétrer le Congo facilement parce que nous ne sommes pas unis. Parce que nous ne formons pas une nation. Il y a un peuple qui a été visé, qui a été exterminé au Nord Kivu. Et les autres voyaient, et pour des raisons d'hégémonie politique, disaient, écoutez, Bakou Fakaka, et nous pourrons occuper la première place en termes de démographie. C'est malheureux. Très malheureux. Et maintenant, pourquoi les gens progressent? Parlons encore de l'immoralité. Mon frère, j'ai appris que pendant cette guerre, qui a commencé, qui est une suite de guerres qui ont commencé
1996, 2000 et consorts. Il y a des officiers congolais, des hommes et des femmes qui ont prêté les serments de défendre la nation, qu'on envoie à la guerre et qui décident de laisser les munitions à l'ennemi. Wow. Si vous ne voulez pas combattre, pourquoi vous avez été membre de l'armée congolaise? Si on vous envoie acheter les armes, vous achetez les armes qui ne conviennent pas. Ce n'est pas quand même la faute quelquefois du pouvoir, comme j'ai accusé plutôt l'Occident. Tu avais bel et bien raison de dire que le mal vient de nous-mêmes. Le mal vient de nous-mêmes. Si nous étions un peuple soudé, si nous étions capables de créer une nation où quelqu'un du Bas-Congo ou bien de Boma peut se mettre à l'aise à Goma, celui de Kasumbalès à se retrouver bien à Bikoro, ainsi de suite, aujourd'hui nous ne serons pas dans cette situation-là. Une question, M. Sekioba. Que diriez-vous à ceux qui se disent que dans tout ce qui s'est passé depuis plus de 30 ans sur les territoires de l'Est là-bas, Kivu et consorts, depuis 30 ans, toujours des rébellions, toujours des guerres, des tueries, est-ce qu'on peut dire en général, déduire que il y a un manque de vrais hommes? Que diriez-vous à ces gens-là qui disent qu'il y a un manque de vrais hommes à l'Est, hommes capables d'assumer la résistance, la défense de la province? Ça, d'abord, je vais rentrer sur une chose que je voudrais que les gens écoutent. Voilà. Mes amis, je vois qu'il y a un autre journaliste au Congo qui en parle bien. À l'Est, c'est là que vous trouvez de vrais combattants pour le Congo. Cette affaire de balkaniser le Congo, c'est une affaire qui date des années 67 de consorts, depuis même 50, quand les Tutsis ont été 30 ans. Plus de 30 ans, plus de 50 ans. Donc il y a une résistance là-bas. Je vous l'assure, ni t'étaient les gens d'Ikivu, du Nord Kivu précisément. Je ne veux pas me vanter que nous, de Rutshuru, qu'on ne parle pas, on ne parle pas de nous, laissez-moi profiter de ce moment-ci pour le dire, ni t'était notre résistance, notre refus. Parce que vous êtes là à la frontière. Mais c'est nous qui sommes les premières victimes. Il y a une question qui vient même pour la frontière. Pourquoi ces frontières-là, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour la nation congolaise. C'est toujours... Si un côté qui a toujours été attaqué, ce côté-là doit être renforcé. Pourquoi les frontières ne sont pas fermées? D'abord, il faut dire que fermer les frontières, c'est un dossier qui demande qu'il y ait des moyens pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui plaident pour qu'il y ait carrément une frontière. Même un mur, si possible. Maintenant, ça entre dans, je peux dire, l'ignorance de la géographie. Mais on pouvait y mettre quand même un peu de limites claires et y mettre un peu de fil barbelé pour délimiter. Parce qu'il n'est pas possible d'aller construire un mur dans le volcan Sabinho. Parce que ces volcans-là, ce sont ces volcans qui ont constitué un peu le moyen de limiter le Congo. Okay. Et au Rwanda, les Hutus et les Tutsis étaient là. Et au Congo, les Hutus étaient là et quelques Tutsis minoritaires, si je peux le dire honnêtement. L'histoire nous enseigne que quand les Belges se battaient contre les Allemands pour ces frontières-là, ils ont carrément demandé aux Allemands de rester au Rwanda, de prendre la partie du flanc nord des volcans, et l'autre partie qui est au flanc sud revenait aux Belges. Et c'est là que beaucoup de frères congolais, des professeurs d'université, ne savent pas que Rutshuru est occupé par des populations autochtones à qui les Belges avaient demandé que pendant 60 jours, quand ils venaient d'avoir un agrément avec les Allemands, de choisir aller vivre de l'autre côté des volcans ou de rester de ce côté-ci. Ce peuple n'a rien à voir avec le Rwanda. Donc je parle de Bahutu de Rutshuru. Alors, aujourd'hui, si vous pouvez utiliser la situation des rébellions
vous remarquerez que c'est dans le Rutshuru qu'il y a plus de résistance. Pour raison de souvenir, l'entrée du M23 à Bunagana, ils ont été bloqués là-bas pendant 2 mois, jusqu'à ce que l'armée ougandaise est entrée. Mais une fois qu'ils ont démoli le Rutshuru, regardez comment ils s'éparpillent comme un concert dans le Congo. La réelle résistance était à Rutshuru, Rugari et Nyiragongo. C'est là que vraiment les vrais résistants congolais sont. Et toutes ces places-là, c'est juste à la frontière. À la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Et l'Ouganda. Mais le drame, c'est quoi? C'est que le Congo, comme certains le jugent, c'est un pays tellement large, vaste, que cette histoire que je raconte ici, il y a des gens qui vont m'écouter aujourd'hui dans ce show et dire, mais qu'est-ce que ce monsieur raconte là? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Le problème de l'Est, quand il y a une guerre à l'Est, je peux vous garantir que vous allez en Équateur vous poser des questions à certaines personnes, ou à Kasumbalesa, ou à Kapanga, quelque part là-bas, ils vont dire, mais... Nous ne le savons pas. Tout ce que nous Voilà, savons, Goma est tombé, l'aéroport de Kivu est tombé, c'est tout ce que nous Et très entendons. souvent, vous allez demander aux gens, est-ce que vous savez où se trouve Goma? Non. Vous savez où se trouve Rutshuru? Non. J'avais suivi une émission, je crois que c'était avec Eliezer ou quelqu'un d'autre, Sango, où quelqu'un disait que Kibumba est à 300 km de Goma. Je dis, mais non. Évidemment, il y a un Kibumba dans le Kivu, probablement, c'est de ce Kibumba qu'il parlait. Le Kibumba qui est assiégé par le M23 n'est pas loin, n'est pas à plus de 20 km de Goma. Donc c'est par ignorance, une ignorance que je peux dire quoi, une ignorance innocente. Parce que la géographie, l'histoire de notre pays n'a pas été enseignée correctement. Et de manière que quand nous parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, les amis de l'Ouest qui sont des frères, des hommes qui voudraient bien intervenir, ils n'ont aucune idée de là que ça se trouve. Ils n'ont aucune idée. Nous n'avons jamais de route pour communiquer. C'est le seul moyen qu'un monsieur de l'Est arrive à Kinshasa, c'était par avion. Par route, vous venez, vous retrouvez à Kisangani, vous êtes bloqué par le fleuve. Vous passez par les Momitumba pour aller jusqu'au Katanga, et puis essayer de voir, tu vois déjà, tu te retrouves très loin, tu n'arriveras pas à Kinshasa. Et tout ça, c'est l'Est. Donc, il y a quand même un paradoxe dans le pays qui fait que le Congolais, aimant son pays, fait un effort, mais l'effort est buté à une certaine ignorance de la géographie du Congo. Je voudrais en profiter pour dire ceci. Très souvent dans cette guerre, il y a beaucoup de personnes qui savent lire et écrire, qui ont toujours voulu négliger la question des tribus, parce que nous avons un pays, ce n'est pas seulement au Congo, où la géopolitique est pour moi appelée la géotribale. C'est-à-dire, quand tu vas dans la frontière avec l'Angola, ce sont les Bazombo qui sont là. Vous allez dans la frontière avec le Rwanda, ce sont les Bahutu et quelques petites minorités. Les Bazombo sont congolais. Et il y a des Bazombo au Congo, comme il y a des Bazombo en Angola. Oui, parce que je voulais aussi y arriver. De Bakongo au Congo, de Bakongo au Congo et au Congo Kinshasa. Il y en a qui vont défendre des professeurs et même des historiens qui écrivent de fausses histoires qu'il n'y a jamais eu de Hutu au Congo. Mais c'est malfrat, ça, c'est malheureux. Nous avons participé. D'ailleurs, je veux le dire ici, mes chers amis qui vont suivre ce show. La famille Hutu, c'est la toute première famille qui a produit un évêque du Kivu. La famille Hutu, c'est la seule famille qui a participé dans la région du Nord Kivu à la table ronde, aux 2 tables rondes. Le Mwamindeze, vous allez le trouver autour de Lumumba. Et cela n'était pas parce qu'on voulait acheter le Congo, on voulait être Congolais. Non, on est Congolais. Mais par ignorance de l'histoire et peut-être aussi par la volonté de refus d'apprendre. Ça, c'est vraiment malheureux. Vous parlez aux gens, ils disent Wapi, il y a un passage net bango. Il est dans de mentir. D'où vient la confusion alors? La confusion, c'est l'absence de l'éducation de l'histoire du pays correctement.
Ça, c'est un. Deux, c'est cet esprit de vouloir avoir toute la vérité pour soi. Les amis quinois les amis de l'Ouest sont plus vocaux. Ils parlent à haute voix, ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas la vraie information. Et très souvent, on aime écouter ces bruits-là. Et le contenu de ce bruit-là devient aussi brouhaha parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. La réalité du Nord Kivu est telle que, aujourd'hui, 40% de la population du Nord Kivu est Hutu, 42 ou 43% Nandais ou Nandaises. Le reste, nous partageons le territoire avec les autres petites familles comme les Bahunde, les Bakumu, les amis de Walikale. Je ne peux pas appeler toutes ces familles-là. Ben, on doit se dire, à ce point-là, il y a une mixture là-bas, parce que vous êtes vraiment sur la frontière de ces trois pays, le Congo, l'Ouganda et le Rwanda. C'est pour rien qu'il y ait des mixtures. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont nés des parents, maman rwandaise, papa congolais ou papa rwandais, maman congolaise? Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Moi, je te laisse répondre à la question. Parce que, je pose parce que je n'ai pas de réponse. Je vais y répondre avec une question. Vous savez que les frontières actuelles qui ont été créées par la colonisation sont des frontières qui ont séparé des familles. Vrai ou faux? Vrai. Alors, moi, j'ai grandi à Bunagana, j'ai une chérie que j'aime bien, qui est ougandaise. Mais dans l'entretemps, avec nos petites culottes... C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Et avec nos petites culottes, on s'amusait et on a un enfant, supposé. L'enfant est congolais et ougandais. Est-ce que maintenant l'enfant doit être pénalisé? Ou moi, parce que j'ai un enfant qui a des oncles en Ouganda, je dois être pénalisé pour ça? Non. Ce n'est pas une mixture, c'est une réalité qui se trouve dans toutes les frontières congolaises. Donc, je voulais dire métissage. Le métissage, mélange. Oui, le mélange de population. Et ça s'est fait un peu partout. Chez nous, c'est criant. Ce qui n'est pas mauvais. Le métissage n'est pas mauvais. Le problème, c'est quoi? C'est que la situation actuelle du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, c'est nous acceptons plus et cela cause un peu de confusion, de malentendu. Laissez-moi encore tourner ma face à la caméra. Ok, voilà pourquoi vous êtes là. Le concept de Rwandais au Congo doit être banni. Je vous le demande, vous tous Congolais qui veulent qu'il y ait la paix. Dans quel sens? Le Rwanda a deux peuples, le Hutu et le Tutsi. Et naturellement, il y a des Hutus au Congo qui sont des autochtones qui n'ont rien à voir avec ça. Et ce n'est pas parce que je parle une langue similaire ou égale à la langue qui est parlée au Rwanda que je suis rwandais. Et malheureusement, cette faiblesse que nous avons au Congo donne les armes à l'ennemi. Vous avez appris un jour dans une déclaration faite par le président rwandais qu'il est dans ce battre pour protéger les Banyarwanda au Congo. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par Banyarwanda? Les gens qui parlent la langue qui est parlée au Rwanda. Or, les Hutus au Congo sont clairement des Congolais, ils n'ont rien à voir avec le Rwanda. Quand nous essayons de prouver à la face du monde que même le Kinyarwanda n'est pas une langue, nous parlons Kihutu au Congo, les Tutsis nous refusent cela. Ils vont nous... Donc, vous voulez vous ségréguer? Je dis, mais nous ne sommes pas les mêmes. Vous êtes des Tutsis, nous sommes des Hutus. Et quand je dis le concept de Kinyarwanda, il faut le bannir, il faut bien appeler les chats par son nom. Vous êtes Tutsi, soyez fiers de l'être, vous êtes Tutsi. Vous êtes Tutsi du Rwanda, restez au Rwanda. Si vous êtes Hutu, soyez fiers de le dire et évitons cet amalgame au Congo des gens qui parlent des Banyarwanda, des personnes à expression Kinyarwanda. Vous allez me dire que les Suisses sont des Français? Ils parlent le français, non? Vous allez me dire que tous les Anglais sont des Américains? Ils parlent anglais. Alors, cet amalgame-là qui se passe au Congo, surtout quand ce sont les chroniqueurs qui les utilisent, oh mon Dieu, jusqu'à ce qu'ils disent que nous n'aimons pas les Rwandais et c'est pas leurs frères. Je dis, mais dites-vous que ce sont les Tutsis qui nous dérangent et appelez-les par le vocable Tutsi.
S'ils veulent être Banyamulenge, moi je ne refuse pas. Ils peuvent s'appeler chat, léopard ou n'importe quel nom. Moi, je sais que je suis Hutu, je suis fier de l'être, je suis congolais. Et seulement les amis congolais, les frères congolais, évitons ce vocable Banyarwanda. C'est un vocable qui donne de l'espace, qui donne de l'assiette aux Tutsis, qui profitent du fait qu'ils parlent la même langue que les Hutus qui sont au Congo. Ils disent donc nous sommes les mêmes. Oh, nous sommes les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Je peux vous rassurer que même si on parle la même langue, quand je suis avec un Tutsi, il sait que c'est Hutu. Et quand moi je suis avec lui, je sais qu'il est Tutsi. Nous sommes deux peuples différents. Et clairement, ce sont les gens qui sont venus du plateau de Bissini. Ce sont des migrants. Si je pense que... excusez-moi de vous interrompre. Cette petite confusion-là, non, je ne peux pas dire petite pour la... Une grande confusion, c'est une grande confusion. La grande confusion, c'est beaucoup plus parce que le peuple vive ensemble. Parce que je peux dire qu'il n'y a pas de frontières. Les frontières, ce sont des frontières qui sont dites, mais qui physiquement n'existent pas. En principe, ce que tu dis est vrai. Parce que s'il n'y avait pas cette malentendu, s'il n'y avait pas cette, comment je peux dire, cette utilisation des puissances, de grandes puissances mondiales à monter ces pays-là, monter ces pays-là à distraire le Congo pour continuer à piller, je pense qu'on aurait fonctionné comme 2-3 familles ensemble. Absolument, absolument. Parce que vous vous rappelez qu'avant le régime actuel qui est au Rwanda, vous n'avez jamais appris qu'il y avait des problèmes. Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait un régime au Rwanda qui était un régime bantou, qui privilégiait une vie communautaire sans problème. Mais il y a un peuple qui a émigré du plateau de Bissini, qui s'est installé dans les hautes montagnes de l'Afrique et qui est devenu aujourd'hui la grande puissance du Rwanda et qui a une mentalité des conquistadors, si je peux l'appeler comme ça, et qui nous ont amené des problèmes. Le peuple congolais, nous le Congolais, moi je comprends des fois quand mes frères sont confondus, mais je leur ai dit aussi qu'ils doivent faire un effort pour nous écouter, parce que nous leur disons ce qu'il faut, ils n'écoutent pas. Il y a des Bazombo au Congo, les Bazombo du Congo qui parlent Kizombo, ils ne sont pas angolais parce qu'en Angola, ils parlent Kizombo. Les Bakongo du Congo ne sont pas des Bakongo du Congo-Brazzaville parce qu'au Congo-Brazzaville, on parle Kikongo. Les Suisses qui parlent le français ne sont pas français et je n'ai jamais entendu M. Macron dire que je vais prendre mes armes et maintenant aller protéger mes amis en Suisse. Ça ne se fait pas. Sur ce point de cette confusion au niveau de l'Est du Congo que nous développons ici avec M. Emmanuel Sekioba, je voudrais un peu reculer parce que là, nous sommes vraiment... c'est comme si on parlait de la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un peu de revenir un peu, parce que ça, c'est déjà fait. Nous sommes en train de chercher à trouver des solutions. Mais pendant que nous cherchons à trouver des solutions, il y a d'autres problèmes qui continuent. Ce n'est pas que ça commence aujourd'hui. En tant que Congolais, et surtout de l'Est du Congo, que diriez-vous? Parce que pour moi, je ne consomme pas cela. Je vois comme si pénible, la même erreur continuer. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu de là, avec l'appui des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens, tout ce que tu veux. Il arrive au pays, il dit le Congo pour le Congo, rentrez chez vous. Et dès là, le problème a commencé. Pendant qu'il était au pouvoir, les autres sont encore venus, il s'est fait tuer, là. Joseph a pris le pouvoir. Le problème était toujours là à l'Est. Ce problème qu'il avait emmené continuait toujours parce que ces pays-là réclamaient leurs droits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont signé après. Tshisekedi arrive au pouvoir, la même rébellion revient encore. Et c'est toujours là. Et comme leader, il y a toujours un Congolais, mais derrière lui, ce ne sont pas les Congolais qui viennent. Les immoraux Congolais. Voilà. Est-ce que c'est toujours des puissances mondiales qui utilisent, vous l'avez dit, qui utilisent l'homme noir pour coopérer avec l'homme noir et détruire l'homme noir? Est-ce que c'est le même échec qui continue ou... Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez dire
Moi de je, tout ça. je vais commencer à dire que je remercie ou je félicite le peuple Muntu. C'est un peuple hospitalier et non sanguinaire. Jamais chez nous, il y a eu des événements où les gens sont entrecoupés avec des machettes, comme ça se fait maintenant, jusqu'à ce que cette rébellion a commencé. Et donc, le colon qui a trouvé au fait que la conscience nationale revenait, la conscience de vivre ensemble revenait chez le Bantou, il a trouvé ce qu'on appelle en anglais un niche. Qui est-ce qu'il peut utiliser pour conquérir les territoires qu'ils ont laissés et le territoire que les Belges avaient appelé le Congo utile. Je ne sais pas si vous connaissez cette information-là. Disons, on pourrait avoir peut-être un peu plus de chaud pour en parler. Tu sais que le Congo, les Belges l'avaient déjà divisé en deux. Je veux vous dire, ça c'est juste une introduction, parce que je veux avoir des réactions. N'hésitez pas, écrivez. Feel free, like we say in America. Feel free. Yeah. Donc, sentez-vous confortable à faire vos commentaires, parce que sur base de vos commentaires, sur base de vos questions, nous reviendrons encore pour continuer à développer. N'hésitez pas à poser des questions. Il est open. Il est open. Ouais. Essayons de parler haut, ceux qui se disent bas. OK? Merci. Allez-y, monsieur. Pour en tout cas, la bonne vie de tout un peuple en Afrique, je n'hésiterai pas de répondre à toutes les questions qui me seront posées. Et honnêtement, je n'ai aucun intérêt à cacher certaines histoires ou à aggraver certaines questions. Moi, je crois que nous, peuple bantou, notre hospitalité légendaire, comme le disait l'ancien président Mobutu, a fait que un certain peuple nilotique veut prendre l'avantage sur nous. Et quand je dis que ces hommes et des femmes se montrent comme des personnes avec un quotient intellectuel le plus bas, c'est, je suppose que ce sont des gens qui lisent, c'est des gens qui ont lu l'histoire de l'homme noir, dans le concert des nations, dans le monde, comment le noir a été maltraité par la même race blanche, et qu'aujourd'hui, toi, tu lèves ta main, tu veux le servir juste pour des raisons de ton intérêt personnel. Et dans cette conquête du bien-être de leur petit peuple là-bas, ils déciment les Bantous, qui n'ont rien à voir avec, qui les ont accueillis parce que ce peuple est un peuple migrateur. Et je peux vous informer aussi que même au Rwanda, le peuple Tutsi était appelé réfugié. Dans leur propre pays. Ce n'est pas leur propre pays. Si l'on va un peu dans l'histoire du monde, il y a des peuples qui sont déplacés d'un coin à un autre. Le Tutsi, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont trouvé des Bahutus là-bas. Ils ont trouvé des Bantous là-bas. Ils se sont installés, et ce n'est pas par quelle manœuvre, comme ils sont des vrais jongleurs, ils ont renversé. Poussé tout le monde. Et puis, ils ont pris le contrôle quand ils étaient une minorité. C'est ce qu'ils essaient de faire aussi à l'est du Congo. Ce qu'ils font au Congo. Ils sont arrivés à faire du Congo une province auxiliaire du Rwanda. Ils ont réussi à faire du Congo un pays avec le Front patriotique rwandais comme armée. Pendant les 18 ans de celui dont je ne veux pas dire le nom. Quelle était l'armée du Congo? Avec les mixages, brassages. Est-ce qu'ils savaient bien qu'ils sont en train de préparer un coup pour déstabiliser complètement une nation innocente? Ils le savaient. Pourquoi? Pour conquérir et créer leur empire Hima. Nous ne refusons pas, mais tout ce que nous demandons à ceux-là qui sont des acteurs principaux dans ce conflit, je parle de famille, de revenir à la raison. De revenir à la raison parce que nous ne les avons pas accueillis dans notre vaste cuvette de l'Afrique centrale parce que nous étions des immoraux comme eux. C'est parce que nous étions des peuples qui aiment accueillir les autres, aider les autres. Qu'ils arrivent aujourd'hui à renverser l'équation pour dire, écoutez, nous sommes des patrons de cette terre du Congo, c'est quand même méchant, c'est quand même incorrect, et surtout en tuant nos enfants, nos mamans, en violant nos filles. Actuellement,
je crois qu'il y a 2 ou 3 générations, des enfants de Rutshuru qui n'ont jamais été à l'école. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans l'avenir? Et je vais en profiter pour demander quand même à notre peuple, c'est un peuple fort, un peuple uni, les slogans venus du feu président Mobutu. Comprenons que nous sommes tous un. Là, c'est devant cette cabane. Oui, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous demander, vous poser pour finir. Qu'est-ce que M. Emmanuel Sekioba peut dire maintenant au gouvernement congolais, responsable du pays, aux responsables du pays? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que, non seulement Congolais, mais un Congolais de l'Est du Congo? Et après vous avoir adressé au gouvernement, je voudrais aussi que vous vous adressiez à toutes ces victimes des rébellions, des guerres à l'Est d'où vous venez. Un message pour le gouvernement et le deuxième pour les victimes. Et c'est là que nous allons terminer notre show. Honnêtement, mon frère, il est difficile d'avoir un message qui va toucher tous les secteurs. Que je voudrais voir le gouvernement s'occuper ou y travailler avec beaucoup de sérieux. Mais s'il faut demander au gouvernement 2 choses, je voudrais 1, qui renforce la justice, 2, qui puisse promouvoir l'égalité et l'équité de tous les Congolais. Il n'y a pas de Congolais de première classe, il n'y a pas de Congolais de deuxième classe. Il y a des peuples au Congo qui se sentent marginalisés par leur appartenance. Il y a d'autres peuples au Congo qui semblent avoir de la supériorité sur les autres parce qu'ils croient qu'ils sont plus congolais que les autres. Que le Congo ou notre gouvernement se battent pour essayer d'éduquer le peuple à comprendre que nous sommes un seul peuple et que malheureusement, il y a des endroits au Congo où les gens se sentent mal aimés ou oubliés et que le gouvernement puisse faire un effort en tout cas pour que tout Congolais puisse être informé de la situation, de la réalité de son pays. Que dans le système éducatif du Congo, veillez y incorporer 2 classes. La première classe, l'éducation au civisme, que les gens apprennent à aimer leur pays. 2, l'histoire, que nous n'allions pas apprendre encore l'histoire de Napoléon et consommer, qu'on apprenne la vraie histoire du Congo. En tout cas, c'est un curriculum qui devrait être inséré dans le système éducatif du Congo et une leçon de morale aussi, parce que c'est très important. Non, maintenant, pour les victimes, je suis moi-même victime de la situation. Avant que vous commenciez, est-ce que vous avez eu à perdre aussi J'ai eu à perdre des membres de famille directs dans ce conflit qui date depuis 1996. De famille directe. Votre message. Et jusqu'à présent, nous avons perdu des enfants à Goma dans cette guerre qui vient de se passer. Alors, aux victimes de la guerre, moi-même y compris, tenons bon. Quelquefois, à la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Je ne sais pas comment je peux faire un message qui va vous consoler tous. Mais seulement, je voudrais vous confirmer que le peuple congolais, nous tous, sans distinction des tribus, la question de la souffrance que vous connaissez est une question qui nous tient à cœur et une question que je pense qu'avec l'unité nationale, nous allons vaincre et nous allons remettre le Congo au bon soleil comme par le passé. Merci. Remettre le Congo au bon soleil comme par le passé, l'a dit M. Emmanuel Sekioba pour ses derniers mots vis-à-vis du gouvernement et des victimes des guerres à l'est du Congo en tant que lui-même victime aussi. Ouais. Nous voulons vous dire merci. C'est sur ce point que nous n'allons pas finir parce qu'avec lui, comme je l'ai dit au début,
il y a à boire et à manger parce qu'il y a beaucoup à développer. Nous avons seulement survolé les 3 points, dont la situation politique au Congo, la justice et puis l'Est du Congo, la situation des guerres. Mais nous allons y revenir beaucoup plus si vous nous les demandez, parce que vous allez faire des commentaires, vous allez vous poser des questions et ça va nous pousser à revenir et à inviter encore. Et cette fois-ci, je pense que nous aurons un public, parce que moi seul, je ne saurais pas sortir le diamant qu'il y a ici à l'intérieur. Venez ensemble, nous allons nous rencontrer dans la même place, il y a des places assises. Ça sera comme une conférence. On va essayer de développer, poser des questions sur tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Voilà, finissons cet entretien avec le professeur Emmanuel Sekioba, ici même sur notre plateau de Parlons Congo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous ne finirons pas cet entretien sans pour autant remercier notre producteur, M. Jules Boyele, et surtout ce bel endroit qui nous accueille, et mon caméraman Trésor Mampangui. Merci beaucoup. Et mon éditeur, je n'oublierai jamais, Tracy Chapman Kamenga, toujours assisté par son jeune frère Tracy Gaston Londolé. Je vous aime bien. Et là, j'ai fini par souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle-sœur Lydia Akuba Londolé. Je vous aime bien, Monsieur Emmanuel Sekioba. Une fois de plus, The Curious Show, TML TV et Parlons Congo vous dit merci. Sincèrement, merci. Merci à vous autant. Ok. C'est bien, je vous encourage à continuer à utiliser ce bon espace que vous avez pour faire passer des messages d'intérêt national et d'intérêt en principe humain. Parce que ce que nous voulons faire ici, c'est d'éduquer la population. Merci. À comprendre que vous avez cette population congolaise à cœur. Surtout nos frères, sœurs, mamans et parents de l'Est du Congo, où le Rwanda et l'Ouganda continuent à s'aimer la désolation. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi et qu'il vous bénisse aussi, vous qui suivez. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur TML TV. TML TV, c'est votre chaîne. Ce n'est pas ma chaîne, elle est à vous. Ça, c'est votre chaîne. Et n'hésitez pas, quand vous voulez supporter, faire quelque chose pour soutenir ce show, pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas. Tout se passe sur le numéro que vous avez là, au bas de l'écran. Juste au bas de TML TV, tout se passe à ce numéro-là. Je vous dis merci. Qui je suis? Je suis The Curious Show. Je suis The Curious. Je suis seulement un curieux qui cherche à comprendre et à faire comprendre aussi aux autres. Je vous aime bien. Voilà pourquoi je vous dis bye et merci. Abonnez-vous sur TML TV. TML TV. TML TV. TML. TML Tito Mungali Londolé. Abonnez-vous massivement à la chaîne à télévision Tito Mungali Londolé. Bon président, on a 9 commençants. C'est TML TV. TML TV, ça veut dire Tito Mungali Londolé. TML Tito Mungali Londolé. Tito Mungali Londolé TV. Tito Mungali Londolé TV. Une nouvelle chaîne pour la puissance africaine en général. Non seulement pas congolais, mais africains en général. Pour